crois que c'est les mêmes parties, donc on va sauter aussi l'identification, Oui. effectivement. Alors, vous avez bien mangé, j'espère? Oui, vous aussi. Oui, léger toujours. Donc, on fait un petit repas de recul ce matin. Ce matin, on se remet dans le contexte. Je montais les règles du Trésor pour les dossiers de TI. Là. Évidemment, c'est pas le nom officiel, mais c'est ça que ça dit. Oui. Et là, on se questionnait à savoir si le projet de loi 135 avait abrogé ces sociétés-là. Et ma proposition, c'était peut-être davantage qu'il avait abrogé le décret du 4 mars 2014, pardon. Je sais pas, vous avez fait des vérifications ce midi? Là? Oui, exact. Puis je vous avoue, c'est peut-être moi qui a mal compris ou qui a mal interprété vos propos. Là. Je m'en excuse si c'est le cas. Effectivement, le projet de loi 135 qui a été déposé et étudié ou étudié à l'hiver 2017-2018 vient dire à l'article 26 que le décret du 5 mars 2014 concernant la soustraction en partie de la Société de l'assurance automobile du Québec est abrogé. Alors, c'est bel et bien le décret et non les règles du Conseil du Trésor. Je vous en tiens pas rigueur, parce que de notre côté, des fois, il y a une confusion avec les différentes dérogations à gauche et à droite, là, mais merci de la précision. Il y a une question aussi que j'avais oublié de vous poser. Oui. On a parlé du comité des priorités. Oui. Est-ce qu'ultimement, vous vous êtes présenté pour venir expliquer le projet CASA ou c'était seulement où les gens se sont contentés de la note de service? Non, je ne suis pas allé au comité des priorités. Là, moi, j'ai compris de cet exercice-là, de la considération d'une annonce possible, qu'il y avait plusieurs projets concernant plusieurs ministères et organismes qui étaient considérés. Mais je n'ai pas à ce moment-là fait une présentation formelle au comité des priorités sur CASA. Ça n'a pas été demandé à ce moment-là. Parfait. Le projet de loi 135 dont on parlait à l'instant, d'ailleurs, oui. c'est la cote, là, 47P 358. Oui. Bon, au-delà d'abroger la dérogation, est-ce que vous êtes familier avec ce projet de loi-là? Oui, c'est un projet de loi qui avait été déposé à l'époque par notre gouvernement et qui touche plusieurs dispositions là, concernant les ressources informationnelles. Oui. Madame l'assistante greffière, on peut peut-être l'exhiber à l'écran. Donc, la pièce 358. Et à la page 2. 358, c'est le projet de loi comme tel, ça? Oui. Oui, OK. Oui, c'est juste pour qu'on se remette dans le contexte. À la page 2, le troisième paragraphe. Donc, dans le projet de loi, vous savez, là, autant que moi, il y a différents... troisième paragraphe, s'il vous plaît. De la page 2. La deuxième page. Ce sera pas très long. Pas d'enjeu. Non, c'est la technologie. Donc, il y a la note explicative, on est tous familiers, là, ça explique un peu, puis j'attire peut-être l'attention là, au troisième paragraphe. Donc, on va dire la loi accroît la gouvernance des ressources informationnelles par la création d'un comité de gouvernance composé du dirigeant principal de l'information et des dirigeants de l'information, dont le mandat sera notamment d'identifier des opportunités d'optimisation, de partage et de mise en commun des services et d'actifs informationnels. Oui. Et on prévoit aussi, si on va à la page... c'est moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e page, l'article 10.1, en fait. On dit c'est donc un dirigeant de l'information a notamment pour fonction de veiller à l'application par chaque organisme public auquel il est rattaché des règles de gouvernance et la gestion établies en vertu de la présente loi, ainsi que la mise en œuvre des orientations visées au deuxième alinéa de l'article 21. Donc, c'est un peu mise en contexte. Certains extraits, évidemment, on ne lira pas l'ensemble du projet de loi. Mais ce que je comprends, puis corrigez-moi, là, dans le fond, on vise un peu à optimiser, comme c'est utilisé, donc à améliorer tout le volet dirigeant d'information, puis le contrôle, puis le partage d'informations en matière de technologie d'information. C'est ce qu'on en a compris à l'époque.
Le projet de loi, essentiellement, vient formaliser peut-être le fameux comité de gouvernance où siège le dirigeant principal de l'information du gouvernement, ainsi que les différents dirigeants de l'information de chaque ministère, avec, comme vous le voyez là, à l'article 10.1, les fonctions des dirigeants de l'information. Le dirigeant de l'information, c'est pas un poste additionnel, là. Ce n'est pas une ressource additionnelle. Par exemple, le dirigeant de l'information au ministère des Transports, aujourd'hui, c'est le sous-ministre adjoint en charge de la transformation numérique du ministère. Alors, c'est souvent la plus haute instance en matière de transformation numérique qui prend en charge ces fonctions-là. Donc, c'est des fonctions un peu comme le RARC ou le ROC en matière de contrat public. Vous pourrez me le dire. C'est probablement une partie de l'appareil gouvernemental que vous connaissez mieux que moi. Parfait. Voilà. Souvent, comme je l'avais dit, c'est la plus haute instance en la matière. Qui occupe ce poste-là également. Mais il y a une importance ici de venir dire quelles sont les fonctions, qu'est-ce qu'on recherche. Par exemple, rendre compte au dirigeant principal de l'information de l'état d'avancement, de même que des résultats des projets. Alors, il y a une obligation de faire en sorte que le dirigeant principal de l'information du gouvernement comprenne l'état d'avancement et cette obligation-là, elle est mise sur les épaules du dirigeant de l'information. Et si on va à la pièce précédente, donc on est à la 357, c'est un CT que vous avez qui est signé par Nathalie Tremblay, mais de la Société d'État dont vous êtes là, le ministre responsable. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif de ce CT-là, s'il vous plaît? Oui. Dans le fond, ici, là, en fait, je prends un pas de recul, si vous le permettez. Allez-y. Le projet de loi 135, qui est éventuellement adopté, vient faire en sorte essentiellement que les dirigeants de l'information, un dirigeant de l'information est attitré dans chaque ministère et que le dirigeant de l'information d'un ministère est également responsable de ces fonctions-là pour tous les organismes, les sociétés qui dépendent qui se rapportent à ce ministère-là. Par exemple, en théorie, le dirigeant de l'information du ministère de la Santé prend également à sa charge ces fonctions-là pour la Régie de l'assurance maladie du Québec et les autres. Ça, c'est ce que le projet de loi vient préciser. Le projet de loi vient également dire qu'il y a la possibilité que, dans certaines circonstances, le ministre demande à ce qu'il y ait un dirigeant de l'information qui soit nommé dans certains organismes. Et là, ici, dans la note au Conseil du Trésor qui est présentée, on fait la demande au Conseil du Trésor afin que la Société de l'assurance automobile du Québec ait son propre dirigeant de l'information. Il y a des justifications qui sont données dans cette note-là. Elles ont notamment lien avec l'ampleur, disons, de l'interface usagée, l'importance du portefeuille annuel en ressources informationnelles de la Société de l'assurance automobile du Québec. Alors, elle vient faire un peu une demande et se justifier pour que la Société puisse avoir son propre dirigeant d'information. On voit la fin de la première page. Si on peut descendre, Madame l'assistante greffière. Donc, c'est ce que vous disiez, là, la Société gère un portefeuille annuel de 150 millions de dollars. Oui. Est-ce qu'on vous donne des explications quand on dit au paragraphe suivant, compte tenu que la Société dispose d'une gouvernance adéquate, qu'elle utilise des bonnes pratiques en matière de gestion des ressources informationnelles et que celles-ci ont une contribution stratégique dans la réalisation de sa mission, il est jugé opportun de la Société de son propre dirigeant. Est-ce qu'il y a des questions qui sont posées ou de la documentation qui est fournie à l'appui de ces affirmations-là lorsqu'on vous fait cette demande-là? Bien, au niveau de la gouvernance, là, vous pourrez me corriger si j'ai tort, mais la gouvernance adéquate, moi, c'est des termes qu'on avait trouvés dans un des rapports, je crois, de la vérificatrice générale du Québec en lien avec la SAAC. Je pense que c'était son rapport de 2016, si je ne m'abuse. Alors, effectivement, là, je pense que c'est ce à quoi on fait référence ici. Cependant, ce n'est pas une demande qui est née de la Société de l'assurance automobile du Québec. Ça, c'est l'orientation gouvernementale. Et je m'explique. Lors de l'étude du projet de loi 135, lorsque les parlementaires ont étudié ces questions-là, le ministre porteur du projet de loi, M. Poetti, a télégraphié un peu, disons, l'intention du gouvernement à ce moment-là. Il a utilisé lui-même l'exemple de la Société de l'assurance automobile du Québec pour expliquer aux parlementaires
qu'une société comme celle-là, avec des ressources informationnelles de telle importance, pourrait avoir cette désignation-là. Alors, il y a un peu d'entrée de jeu mis à la table pour que des services comme ceux-là, qui sont des interfaces directes avec les citoyens, qui ont des besoins importants en matière de ressources informationnelles, puissent avoir une dérogation, appelons ça une dérogation, ou puissent se prévaloir de cet article de loi-là. Et on utilise l'exemple de la Société de l'assurance automobile du Québec. Vous étiez, quand cet exemple-là est donné, vous l'avez entendu? Non, vous étiez je là? ne l'ai pas entendu, OK. mais vous pourrez Ça le a été retrouver ça a été dans répété. dans les transcripts de l'Assemblée OK, nationale. parfait. Mais pour répondre à ma question, mais suite à votre affirmation, donc le ministre Poitiers ouvre la porte, mais est-ce que c'est une demande qui vient quand même de la SAC ou c'est le ministre qui dit... Non, pour moi, là, la façon qu'on l'a interprété, c'est que la SAC avait compris l'orientation gouvernementale telle que citée par, Ils ont par le saisi ministre à ce l'opportunité à ce moment-là. moment-là. Voilà. OK. Puis on a pas parlé tout à l'heure. Dans le document, là, on voit la note ministérielle qui l'accompagne, mais sensiblement qui reprend les mêmes termes. On voit que ça va être M. Carl Malenfant qui va être désigné, sans grande surprise parce qu'il est le VPTI. Est-ce que vous l'aviez déjà rencontré à ce moment-là? Jamais eu de rencontre seul à seul ou de d'appel téléphonique seul à seul, mais un peu plus tôt là, dans notre discussion aujourd'hui, on a parlé de rencontre avec le comité de direction. En décembre, effectivement. Mais la rencontre avec le comité de direction et le CA et la rencontre de novembre avec certains membres du comité de direction, c'est possible que M. Malenfant faisait partie de ces rencontres-là. Je peux pas vous en assurer. Là, honnêtement, j'ai pas la liste des gens qui étaient présents, mais puisqu'il faisait partie de l'équipe de direction, il est possible qu'il ait participé à ces rencontres qui étaient encore là des discussions sommaires, disons. Question de curiosité. C'est intéressant ce que vous dites par rapport à l'exemple de M. Poitiers. On fait enquête, mais on découvre encore à chaque jour des éléments factuels. C'est pour ça que chaque témoignage est d'autant plus opportun et utile. On voit, là, puis c'est à l'onglet 15 de votre cahier. Bon, je ne pense pas que c'est nécessaire de l'exhiber à l'écran, là, mais pour que les gens suivent, c'est la pièce 47P359. On voit qu'il y a un suivi parce que le document n'est pas signé. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Pourquoi après un mois, on fait un suivi pour que le document puisse être signé? Bien, honnêtement, là, moi, j'ai regardé l'article 15 en question qui vient de l'adjointe exécutive de la Direction des relations médias et gouvernementales. Ça me semble un suivi normal, comme n'importe quel organisme le ferait à la suite lorsqu'un document est pendant quelques semaines auprès du ministre. C'était une nouvelle façon de procéder. C'était un nouveau poste, disons. On voulait s'assurer de prendre la bonne décision. Bien sûr, on comprenait l'orientation qui avait été mise de l'avant par M. Poitiers. Il faut savoir qu'il y en a un dès le moment où la désignation, où le projet de loi est adopté et que les clauses sont en vigueur. Il y a un dirigeant de l'information en charge de ça. Ça devient automatiquement celui du ministère des Transports. Alors, il y a quelqu'un qui a ces fonctions-là. Maintenant, il fallait se poser la question avant la signature, est-ce que c'est bien la Société de l'assurance automobile du Québec qui devrait avoir ce rôle-là? Est-ce que c'est utile d'avoir un entremetteur, disons, entre la Société de l'assurance automobile du Québec et le dirigeant principal de l'information du gouvernement? Honnêtement, ça aurait été peut-être prémédité de ma part de signer un document comme ça trop rapidement sans faire mes devoirs. Alors, je voulais m'assurer de bien faire les choses. Donc, je comprends par ce CT-là, le sous-ministre adjoint dont vous parliez tantôt, n'est plus le DI pour la SAC, mais que ça devient le VPTI. Donc, on démembre, si on veut, un de ces Je m'excuse, mais je ne suis pas certain de comprendre. Excusez-moi, c'est moi. Tantôt, vous avez parlé qu'au ministère des Transports, c'est le directeur d'information. Oui. C'est le sous-ministre adjoint ou associé, là, responsable des TI, sensiblement. Donc, je comprends que du moment après ce CT-là, la responsabilité de la SAC est déléguée directement à la SAC et lui, dans ce moment-là, il n'est plus le dirigeant d'information pour la SAC. Puis si vous regardez en date d'aujourd'hui, si vous regardez les différents organismes du gouvernement qui ont leur propre dirigeant de l'information, ce sont souvent les organismes qui ont des échanges réguliers à travers des plateformes informationnelles avec le public. Je pense à la Régie de l'assurance maladie du Québec, la CNESST, la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est des entités comme celle-là. Au niveau du MTQ, est-ce qu'il y a d'autres
d'autres sociétés d'État ou organismes qui ont bénéficié d'une dérogation? Est-ce que vous vous souvenez? Je ne crois pas. Je pense que la Société des traversiers du Québec a beaucoup d'interactions avec les Québécois, mais pas nécessairement à travers une plateforme informationnelle. Pas à la même hauteur non plus, on en convient. Le 9 avril 2018, oui. J'imagine que vous vous rappelez de cette journée-là, Pierre-Paul Biron, qui est journaliste là, au Journal de Québec, publie un article intitulé « Risque de dérapage autour d'un méga projet informatique d'un demi-milliard de dollars à la SAQ ». Et je pense, avant d'aller davantage, on peut peut-être, Madame l'assistante greffière, l'onglet 17, qui se trouve être la pièce 360. Encore une fois, je fais la même mise en garde là, que tout à l'heure. C'est davantage pour dire que c'est dans les médias puis qu'il y a une sensibilisation à de certains enjeux possibles, sans nécessairement prendre pour acquis et avérer tout ce qui est écrit dedans. Donc, si on peut le descendre tranquillement, sensiblement, on va parler d'emplois à l'interne, d'emplois à l'externe qui travaillent en Inde. On va parler d'un budget initial de 358 millions. Vous pouvez descendre... Ici, 458, pardon, on le voit à l'écran. À la page suivante, on dit que notre bureau d'enquête a toutefois appris que plusieurs observateurs de l'interne doutent que ce méga-projet puisse être complété sans une explosion des coûts et des délais. On parle de l'échec passé, et encore une fois, je réfère à l'article du patron d'informatique de la SAC chez Hydro-Québec. La présence de plusieurs de ses anciens collaborateurs, un recours massif aux firmes externes, une sous-traitance d'une partie du projet en Inde, l'historique de difficultés d'implantation de ce type de logiciel chez plusieurs grandes entreprises. On va parler de PG ici. À l'autre page, on va voir on fait voir que la SAC fait valoir qu'elle manquait d'expertise parmi ses employés. M. Gino Desrosiers, porte-parole, dit « Nous n'avions pas parmi nos équipes l'expertise nécessaire pour mener à bien de tels projets », dit le porte-parole. Il essaie de corriger en demandant d'assurer un transfert d'expertise. On revient sur ce qui aurait été qualifié de fiasco d'Hydro-Québec, encore une fois, toujours selon le journaliste, avec des dépassements de coûts frôlant les 50 %. On a une experte là, qui nous parle de l'aspect très carré de tel logiciel qui complique le défi. Mais elle dit quand même qu'elle fait confiance à la société. Après ça, on donne les factures qui explosent. On réfère à Sagir, qu'on a parlé ce matin. Encore une fois, les coûts ne sont pas là. Je ne pense pas que les coûts exacts, c'est fondamental, mais ce qu'on comprend, c'est que ça a coûté beaucoup, beaucoup plus cher que prévu. On parle de 83 millions à 1,2 estimé. Encore une fois, ce ne sont pas des chiffres qui sont vérifiés. On parlait d'Hydro-Québec, d'informatisation de la santé. On parle de 500 millions à 1,8. Encore une fois, ce n'est pas vérifié, c'est selon les allégations. Et là, après ça, on a une description du chantier CASA. Et on réitère les anciens collègues embauchés. On cite encore une fois que le porte-parole, M. Desrosiers, qui dit que M. Malenfant a joué un rôle dans la définition des besoins. La sélection, elle a été faite par des comités neutres et indépendants. Et on cite finalement là, des dossiers avec SAP, là, DHL, la Marine américaine, Hershey. Bref, c'est sensiblement ce que l'article dit. On vous l'avait communiqué, vous avez pu lire. Ma question est assez simple. Quand ça sort dans les médias, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites comme ministère? Effectivement, votre question, elle est assez simple et directe. D'abord, c'est de voir c'est quoi les mécanismes pour s'assurer qu'il y a une reddition de compte, qu'il y a une transparence, qu'on comprend ce qui pourrait se passer. Parce qu'effectivement, l'article nous dit, pour quelques raisons, pourquoi il pourrait y avoir, dans un projet comme celui-là, des dépassements de coûts. Il ne nous dit pas qu'il y a des dépassements de coûts, il nous dit qu'il pourrait y avoir des dépassements de coûts. Et effectivement, l'experte que vous avez nommée, je la cite ici, oui, c'est propice à des dépassements de coûts et des délais. Il faut se croiser les doigts pour pas que ce soit un échec total, parce qu'on en a déjà vécu au gouvernement des entreprises d'implantation qui ont été complètement ratées. Mais le travail du ministre, c'est pas justement de se croiser les doigts, c'est de voir quels sont les mécanismes qui sont en place. Alors, à partir de ce moment-là, ce matin-là, nous, on contacte la Société de l'assurance automobile du Québec. On leur demande de nous expliquer les mécanismes qui sont en place. On fait référence à ce moment-là au rôle de supervision qu'a le conseil d'administration, au rôle de supervision qu'a le comité ou le comité de direction de la SAC également. On nous rassure par rapport à la présence d'un vérificateur externe
et là, je m'excuse, là, j'oublie qui est le vérificateur externe au moment. Je suis certain que vous pourrez le retrouver. Je pense que vous avez déjà eu des échanges à ce sujet-là, mais c'est une des firmes bien connues et bien respectées ici au Québec. On nous présente également le fameux tableau de bord des projets de ressources informationnelles du gouvernement qui vient détailler en différents lots l'état d'avancée du projet. Alors, on vérifie, disons, les mécanismes, à savoir, est-ce qu'ils sont en place, est-ce qu'ils sont appropriés pour s'assurer que le projet, on garde un œil dessus constamment. Donc, on peut peut-être référer ici vous référez entre autres, j'ai certains échanges avec la SAC, encore Mme Farran qu'on a vu tout à l'heure. Donc, oui. La première, je vous inviterai à consulter votre onglet AF12. 12. Et c'est la pièce 47P 361. Donc, c'est un courriel du 9 avril sur les lignes du projet CASA. Donc, on peut peut-être l'exhiber à l'écran, c'est déjà là. Merci beaucoup, Mme Stand-Greffière. Premièrement, on voit que on dit voici les lignes que l'on suggère pour le ministre et le bureau du ministre. Marie-Pierre Richard, peut-être nous contextualiser. Oui, qui est notre attaché de presse au cabinet à ce moment-là. Okay. Donc, on voit Pascal Dastou, ça c'est votre chef de cabinet de mémoire. Oui. Et d'autres gens de la SAQ là, qui nous concernent moins aujourd'hui. Donc, voici les lignes que l'on suggère pour le ministre et le bureau du premier ministre. Première question, est-ce qu'il y a eu des contacts avec le bureau du premier ministre en lien avec cet article-là? Oui, parce qu'on est le 9 avril 2018 et on se retrouve, et c'est probablement, je fais une supposition que je ne devrais peut-être pas faire, là, pourquoi c'est dans le courriel ici, mais on a une annonce cette journée-là avec le premier ministre. Alors, on a une sortie prévue, publique, avec le premier ministre. Alors, la SAC nous envoie ceci pour nous-mêmes, qu'on ait certains détails, mais que si le premier ministre est interpellé lui-même, qu'il ait également les détails. Et oui, il y a certains points qui sont mentionnés dans ce courriel-là. Moi, je me souviens également d'une conversation que j'ai eue avec Dave Leclerc, qui est cité ici, qui est le vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec, pour donner encore davantage de détails, justement, sur les mécanismes de vérification qui sont en place. On voit qu'il y a différents éléments. Puis, le 9 avril, c'est l'annonce du REM, ça se peut? Est-ce que ça se peut? C'est une annonce de la ligne bleue, si je ne La ligne bleue, OK, parfait. Désolé. Donc, on voit certains éléments. Là. La SAQ modernise ses systèmes d'information pour bonifier son service à la clientèle. À terme, l'investissement permettra, entre autres, d'ajouter près d'une cinquantaine de nouveaux services. L'investissement était nécessaire à cause de la virtuosité des technologies. Le projet, qui est dans sa phase réalisation, respecte toujours les coûts, les échéanciers et sa portée. Le gouvernement de la SAC, conseil d'administration, comité de direction, a mis en place des mécanismes de suivi basés sur les meilleures pratiques afin de s'assurer de sa réussite. Ces investissements se font sans augmenter les frais et le conseil du Trésor a toujours soutenu. Est-ce que, dans vos discussions avec M. Leclerc, on revient sur davantage l'avant-dernier point, donc surtout les mécanismes de suivi qui sont en place, puisqu'on est quand même je ne dirais pas le premier balbutiement, mais le contrat, il n'y a pas encore un an. Là, donc Non, effectivement. Le contrat a commencé, effectivement, peut-être quelques mois auparavant. Les travaux ont commencé quelques mois auparavant. On est encore dans la réalisation de la phase de livraison 1, pour utiliser les termes utilisés par la vérificatrice générale. Mais le message que la Société de l'assurance automobile du Québec nous transmet à ce moment-là, c'est que les coûts, les échéanciers respectent ce qui avait été prévu à ce moment-là. Les mécanismes de gestion, comme vous dites, sont ceux que je viens de nommer. Et j'ai pris le temps, suite à la conversation avec M. Leclerc, d'aller moi-même voir le tableau de bord public pour m'assurer qu'effectivement, ce que la SAQ nous disait, c'était également ce qu'il publiait. Et c'était le cas non seulement le 9 avril, mais ils ont continué de le faire par la suite. Par exemple, dans leur rapport de gestion 2017 qui a été déposé le mois subséquent, en mai 2018, ou encore là, avec différents objectifs, la Société de l'assurance ou différents lots, la Société de l'assurance automobile du Québec continue de dire que le projet respecte les coûts et même, dans certains cas, est en bas des coûts prévus et les échéanciers. Et c'est, entre autres, pour la livraison 1, ce que la vérificatrice générale a mis dans son rapport également.
Quand j'ai lu ça, puis encore une fois, j'ai lu ça, pardon, tu sais, le journaliste soulève certains enjeux, mais ici, ça me semble davantage être des, permettez-moi l'expression, mais des lignes de com, c'est-à-dire que, tu sais, pour réconforter, si on veut, pour dire tout va bien. Mais est-ce que vous, comme ministre, là, quand vous voyez ces allégations-là, encore une fois, on avait le même genre de questions tantôt avec M. Lessard, on a un lanceur d'alerte. Ici, bon, c'est peut-être pas une lettre de la même nature, mais on soulève quand même certains enjeux, je dirais connexes, mais la lettre de Mme Saint-Hilaire, vous ne l'avez pas nécessairement entre les mains. Non. Mais vous, comme ministre, au-delà de dire, bon, il faut répondre aux médias qui vont nous poser des questions, est-ce que vous faites des démarches ou poser des gestes particuliers pour s'assurer que toutes et chacune des allégations dans l'article sont sous contrôle, non fondées, bref? Qu'est-ce que vous faites, vous, de façon plus concrète, au-delà d'échanger avec la SAC pour répondre aux journalistes, là, qui fait partie du métier? Là? Bien, contrairement à la lettre que vous avez présentée un peu plus tôt, là, l'article donne déjà un droit de réponse à la Société de l'assurance automobile du Québec sur certains points qui viennent dire effectivement que des nominations, elles ont été faites de façon appropriée, que M. Malenfant ne pouvait pas sélectionner ces personnes-là, qu'il y avait un comité en place, mais que lui devait simplement mettre peut-être certains barèmes, certains objectifs. Mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, nous, on va avoir la discussion à savoir quels sont les mécanismes qui sont en place. Est-ce que la Société de l'assurance automobile du Québec a tous les mécanismes pour s'assurer que les risques cités dans l'article pourront être minimisés s'ils viennent à s'avérer? La présence d'un vérificateur externe est un élément important parmi ceux-là, qui n'est pas nécessairement dans les lignes de presse, ça fait partie des discussions qu'on a eues à ce moment-là. Donc, oui, la société nous envoie effectivement des éléments qu'eux considèrent factuels. Mais c'est à nous d'aller creuser un peu plus loin pour s'assurer de comprendre l'entièreté des mécanismes qui sont à la disposition de la société. C'est vrai pour les mécanismes internes qu'ils ont, c'est vrai pour la firme de vérification externe, c'est vrai pour la présence du dirigeant principal de l'information qui est cité et nommé dans le projet de loi 135. C'est vrai pour le tableau de bord public. C'est des éléments qui ne venaient pas dans appelons ça les lignes là, qui nous ont été suggérées par la Société de l'assurance automobile du Québec, mais qu'on a voulu s'assurer qu'elles étaient en place à ce moment-là. Si on va à l'onglet 11 de votre cahier, là, 11B, oui. Et là, ici, pour l'assistante greffière, je vais parler de... 11. Oui. Je vais parler de 363, 47P 363. On a un topo un peu plus complet ici. J'ai une question pour vous. Tantôt, on a parlé de 458 millions, la valeur du contrat, que vous étiez au courant. Et ici, on a une phrase là, au 5e paragraphe. On peut descendre un peu ici. Oui, merci. On dit « Le budget estimé pour l'ensemble des travaux serait de l'ordre de 370 millions, mais amènera des bénéfices à long terme. » Est-ce que vous êtes en mesure, ou avez-vous posé des questions pour savoir le 458 millions versus le 370 millions? Qu'est-ce qui diffère? Ou est-ce que c'est une erreur? Ou est-ce que c'est un choix de terminologie? Parce qu'on parle de l'ensemble des travaux. Et là, je vois que vous pointez le rapport oui, le rapport de la vérificatrice générale, en fait, fait état de, appelons ça, deux façons différentes de compter ces sommes-là. Mais il y a le 458 millions initial du contrat et un autre montant là, qui fait en sorte que la somme totale, c'est le 638 millions. Ici, je pense qu'on fait référence aux estimations internes. Pas vous interrompre, mais je demanderais de témoigner, peut-être pas m'interpréter le rapport de vérificatrice générale, elle aurait venu le présenter, mais de mémoire, là, à ce moment-là, quand ça arrive, vous êtes au courant qu'il y a 458, on parle de 370, là, vous parlez de 620. Oui, je sais. Puis je ne vous dis pas que c'est clair, c'est juste voir votre compréhension, parce qu'effectivement, ça peut porter à confusion, puis le choix des mots aussi, des fois, alimente cette confusion-là. Mais vous, comme ministre, qu'est-ce que vous en comprenez à ce moment-là? Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un des deux montants. En fait, il y a un montant qui est une estimation, et on le dit ici, là, le budget estimé pour l'ensemble des travaux serait de 370 millions. À ça se rajoute la période de mise en service, disons. Et c'est la même chose pour le 458 millions. C'est un contrat auquel se rajoutent des sommes pour la mise en service, mais qu'à chaque fois, le montant total, là, le 682 millions, lui, ne change pas.
Mais à votre époque, on ne parle pas nécessairement de 682 millions. Bien, ce qu'on sait, c'est que ces montants-là, c'est pour des travaux et non pour la mise en service. C'est pour des travaux pour créer le logiciel, là, disons. Mais ça se peut-tu que le 682, vous le prenez dans le rapport à la vérificatrice? Oui, absolument, parce que ces montants-là, le 370 et le 458, le 370, c'est le budget estimé, et c'est la même chose pour le 458. Ça, c'est le montant initial, mais c'est pour la conception, le développement, et non pour la mise en service. Et vous êtes d'accord avec moi quand vous êtes ministre, le 682 millions, ce n'est pas un chiffre qui existe encore? Le chiffre auquel on fait référence à ce moment-là, c'est le 370 et le 458 millions. Ouais. Dernière petite question, c'est la dernière page, l'avant-dernier point. Oui. Quand je lisais hier soir, surtout par rapport au témoignage de M. Lessard ce matin, je voulais voir un peu ce que vous en dites. On me dit il est important d'ajouter que, en ce qui concerne le maintien de l'expertise, 70 des postes névralgiques sont occupés par des ressources internes. Alors, M. Lessard, là, quelques mois avant vous, nous disait qu'on était l'ordre de 28 à l'interne, non, pardon. Oui, Excusez-moi, c'est correct. Je crois que c'était 28 à l'externe. Oui, c'est ça. Non, ça a coïncidé. J'ai inversé. Je me trompe avec les napperons, mais qui vont venir plus tard. Là, le débalancement est différent, mais à votre époque, on n'est pas là encore. Peut-être juste, si vous le permettez, là, pour compléter les vérifications faites ce matin-là. Nous, quand on a la discussion avec M. Leclerc, il nous présente, il nous dit, bien, vous pouvez aller voir, entre autres, là, sur le site du gouvernement pour voir les différents lots et l'état d'avancement et tout ça. Nous, on en profite de l'occasion, on va le voir, mais ce n'est pas la dernière fois qu'on va le voir non plus, là. Moi, les tableaux de bord, j'en suis un grand partisan. Alors, on est allé le revoir à quelques instances au par-après. Et encore là, tout au long, que ce soit le matin du 9 avril, quand la Société de l'assurance automobile du Québec nous dit on respecte les coûts et les échéanciers, que ce soit dans le rapport annuel de gestion qu'on a déposé, la Société de l'assurance automobile du Québec nous dit on respecte les coûts et les échéanciers, que ce soit dans le rapport subséquent que mon successeur a déposé, on continue de dire ça, que ce soit dans la plateforme gouvernementale publique, on continue de dire ça. Tout ce que la société nous disait et publiait et rendait public et répondait elle-même, c'est que tout se déroulait normalement à ce moment-là. Je vais à l'onglet 19, là, c'est une pièce, monsieur le commissaire, audio. On a mis le mot à mot. C'est la conférence de presse, justement, de l'inauguration de la ligne bleue. Vous l'avez, là, c'est la pièce, on peut mettre le mot à mot. C'est la pièce 47P 364.1. 364, c'est le vidéo. Bon, je ne pense pas que c'est nécessaire. Je ne sais pas si vous voulez. Ça devrait être à la toute dernière page de votre cahier, M. Fortin. Ouais. Dernière. Une page verbatim après celle-ci. Oui. À la toute fin. Puis là, si vous voulez écouter, on peut écouter l'entrevue, mais sensiblement, là, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste la dernière phrase. Vous dites, donc, on parle, c'est normal, moi le premier. Effectivement, il faudra suivre de très près l'évolution de ce dossier-là, mais ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant. Avant ça, vous résumez un peu ce qui était dans les lignes, là, mais il n'y a aucun enjeu. Mais vous avez dit que vous avez fait des suivis sur les tableaux de bord qui sont remis aux différents organes de reddition de comptes. Est-ce qu'en plus de ça, quand vous dites qu'on va faire un suivi de très près de l'évolution, est-ce que je comprends que vous quittez là, quelques mois après, mais est-ce que vous mettez des mesures en place ou quoi que ce soit qui vient mettre en action ce qui est écrit là, au-delà de ce que vous venez de vous dire? Non, il n'y a pas de mesures additionnelles, formelles qui sont mises en place à ce moment-là. Je vous rappelle, il y a le comité de direction, il y a le conseil d'administration qui ont des responsabilités, il y a le vérificateur externe, il y a le tableau de bord qui est public, il y a le directeur principal de l'information, le dirigeant principal de l'information à qui la Société de l'assurance automobile doit rendre des comptes de par la nomination de son dirigeant de l'information. Il y a les rapports annuels de gestion que la société doit publier. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de mesure additionnelle que de s'assurer du suivi. Cependant, effectivement, là, ce jour-là, le jour du 9 avril, lorsqu'on est allé voir la plateforme publique qui était disponible, on a effectivement demandé à la société si elle avait l'intention de continuer à publier sur cette plateforme-là, chose qu'elle a faite jusqu'à la fin de notre mandat. Je comprends que par la suite, il y a eu une période où, effectivement, elle a cessé de publier pour une raison ou une autre. Mais d'ici la fin du mandat, nous, on a continué d'avoir les mêmes assurances de la part de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Parfait. Prochain sujet. J'ai glissé un mot ce matin à M. Lessard, mais c'était en début, peut-être que vous n'étiez pas encore connecté. La commission des transports. Oui. Expliquez-nous en vos mots, c'est quoi le rôle de la commission des transports et l'interaction qu'il peut y avoir avec le ministère, dis-je, des Transports? La commission des transports, c'est la commission qui peut étudier, par exemple, les différents projets de loi qui ont lien avec les transports. Elle n'est pas dédiée exclusivement aux transports. Il y a également d'autres sujets qui sont discutés, notamment les projets de loi sur l'environnement. C'est une commission qui a le pouvoir de demander de faire certaines études, des mandats d'initiative, de se pencher sur une orientation. C'est une commission qui également étudie les crédits budgétaires des différents ministères sous sa responsabilité. Pour le reste, je pense que M. Lessard vous l'a peut-être mieux exprimé que moi puisqu'il a présidé la commission pendant un temps. Est-ce que vous êtes au courant que moi, je ne connais pas énormément ça, mais on apprend tous les jours, des mandats d'initiative, donc qui peuvent être, dont on peut se saisir. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer c'est quoi un mandat d'initiative? Bien, essentiellement, la commission peut décider de se pencher sur une question. Et ça peut être une question très large, comme ça peut être une question plus pointue. La commission pourrait décider une commission parlementaire pourrait décider entre ses membres, on a un mandat d'initiative, on veut se pencher sur, j'invente un sujet, l'intelligence artificielle. Mais les commissions parlementaires ont cette possibilité-là de statuer sur un sujet ou une autre s'ils ont, disons, le temps de le faire à l'intérieur des mandats qu'ils étudient déjà. Ça peut être les différents projets de loi du gouvernement ou d'autres. Je demanderais à Mme la stenographère d'aller à l'onglet. J'ai d'autres questions, mais on va le contextualiser un peu plus. 365, 47T 365. Oui. On demande à la Commission des transports et de l'environnement, le 3 mai 2018, de statuer sur la possibilité que la Commission se saisisse d'un mandat d'initiative concernant la planification et la gestion du projet Carrefour de services d'affaires de la SAC. Oui. Et donc, encore une fois, pour éclairer tout le monde, le commissaire, moi et tous les autres, on va voir dans quelques instants que la demande a été rejetée, mais si elle est acceptée, qu'est-ce que ça engendre? Est-ce qu'elle engendre un type particulier de suivi des pouvoirs? Qu'est-ce que la Commission des transports peut faire si elle se saisit d'un mandat d'initiative de cette nature-là? En fait, ça dépend de la volonté de la Commission. Ici, là, comme vous le dites, on demande à ce que les membres de la Commission puissent entendre la Société de l'assurance automobile du Québec. Après ça, ils peuvent émettre des recommandations ou quoi que ce soit selon leur choix. Et là, je vous vois venir avec vos questions, là, sans vouloir... non, allez-y, on veut être éclairé. Précéder. Mais effectivement, la demande, elle est rejetée. Et moi, je n'étais pas à ce moment-là membre de la commission, alors je ne peux pas dire, et c'est une séance qui se tient à huis clos entre les membres de la commission. Okay. Alors, je ne peux pas vous dire les arguments qui ont été invoqués de part et d'autre. Cependant, je peux peut-être mettre quelques éléments de contexte autour de ça pour la commission. Ici, la demande qui a été faite, si j'ai bien compris, elle a été faite suite à l'article du 9 avril, qui a essentiellement peut-être éveillé certaines personnes au projet CASA que peu de gens connaissaient au Québec à ce moment-là. Et lors de la séance du 3 mai 2018, alors qu'il restait 5 semaines à la session parlementaire, les membres demandent est-ce qu'on peut inviter la Société de l'assurance automobile du Québec à venir se prononcer là-dessus. Il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer le refus des membres à ce moment-là. Il reste quelques semaines de travail. Ils ont un agenda législatif chargé déjà. Il y a probablement des projets de loi qu'ils étudient. Donc, il y a peu de temps devant eux pour asseoir la société et faire des recommandations à ce moment-là. La Société de l'assurance automobile du Québec vient tout juste d'être en commission parlementaire avec les membres de la Commission des transports et de l'environnement également. Les crédits budgétaires se sont terminés entre le 9 avril et le 3 mai, donc entre la demande qui a été faite d'entendre la société et le moment où ils se sont penchés sur oui ou non est-ce qu'on devrait avoir des gens de la société. La présidente directrice générale de la société a passé quelques heures en commission lors de l'étude des crédits budgétaires et il n'y a pas eu de questions sur CASA, outre une par un député de la partie gouvernementale.
mais il n'y a pas eu il y a eu une question et c'était plus une explication du projet qu'autre chose et des raisons pour lesquelles le projet devait aller de l'avant. Mais surtout, je vous dirais, les commissions, comme la Commission des transports et de l'environnement, je vous dirais qu'ils n'ont pas l'habitude de se pencher sur un programme particulier du gouvernement. Ce travail-là, il est souvent fait par les membres de la Commission de l'administration publique. Alors, à ce moment-là, effectivement, les membres ont décidé de ne pas se pencher à la Commission de transport et de l'environnement, mais dans les mois subséquents, la Commission de l'administration publique, qui était présidée par M. Létao à ce moment-là, a demandé de rendre des comptes à la Société de l'assurance automobile du Québec pour pouvoir en savoir davantage. Et si c'était la lecture des membres de la Commission des transports et de l'environnement, je la partage, la commission appropriée pour faire ce travail-là, c'est la Commission de l'administration publique. On peut avoir un engagement, Monsieur le commissaire, de la part du procureur général sur cette phase subséquente-là de la Commission de l'administration publique. Bien, je pourrais vous le dire. J'ai même un document que ça me ferait plaisir de laisser à la commission. Absolument, oui. On prend tout, nous. Le 16 mai 2019, le député Carlos Létao, qui préside à ce moment-là dans l'opposition la commission de l'administration publique, demande à Mme Nathalie Tremblay, présidente chef de la direction de la SAC, et là je vais citer la lettre si vous le permettez pour que ce soit très clair. Sur le plan des ressources, la SAC affiche des résultats intéressants aux yeux des membres. Le taux de fidélisation et de mobilisation de son personnel apparaissent particulièrement enviables dans le contexte actuel. Le taux de capitalisation du Fonds d'assurance automobile lui semble tout aussi confortable. La SAC peut se féliciter de maintenir des frais d'administration plus bas que la moyenne gouvernementale. En ce qui concerne les ressources informationnelles, toutefois, les membres sont préoccupés par le contrat visant à mettre sur pied le Carrefour des services d'affaires, CASA. Ils demandent à recevoir annuellement un état d'avancement détaillé de ces travaux. De plus, ils aimeraient obtenir des précisions sur les mécanismes de surveillance et de contrôle de ce chantier. Enfin, la commission vous serait gré de bien vouloir lui transmettre une copie du contrat conclu avec le groupe. Alors, à ce moment-là, les députés choisissent la commission d'administration publique comme le bon véhicule pour avoir une certaine compréhension, une certaine vérification, entre autres des mécanismes de vérification autour du contrat CASA. Pour nous, c'était la bonne façon de faire, là. Et la vérificatrice générale y fera référence plus tard dans son rapport des documents qui ont été transmis et des documents qui n'ont pas été transmis. Avez-vous des annotations sur ce document, M. Fortier? Monsieur le commissaire, on l'a finalement. Non, seulement, on l'a finalement. Maintenant que j'ai la contextualisation, on l'a le document. Oui, puis il y a une réponse également là, qui vient de la présidente directrice. Mais comme le témoin en parle, moi, j'aimerais ça qu'il soit coté. Ah oui, donc, mon document, il n'y a pas de... On va le coter en date d'aujourd'hui. J'ai des explications sur le document, donc je préfère ça, moi. 47P 365.1 en liasse. Super, merci. Juste me redonner la cote, M. Tremblay. Me redonner la cote. 365.1. Merci. Pouvez-vous donner un titre à cette pièce? Madame la greffière, prenez le document. Le document est titré « Objet, examen du rapport annuel de gestion 2017 de la part de la Commission de l'administration publique ». Parfait. Alors, ça, c'est la réponse. Voilà. Est-ce que l'engagement tient toujours? Non, plus d'engagement. On a la pièce sur le côté. De toute façon, la société nous a transféré tout le cahier de... C'est ça, je me demandais si ça répondait à l'engagement. Oui. Barrer l'engagement. Non, pas besoin de l'engagement, merci. Parfait. Je remercie la société de sa collaboration habituelle là, pour les documents de la CAP. Donc, effectivement, juste pour clore, là, je comprends que on demande de statuer sur la possibilité que la commission se saisisse du mandat d'initiative concernant la planification et la gestion du projet CASA et que c'est rejeté à 6 contre 2. Le député de Masson, René Lévesque, donc du PQ et de la CAQ pour, et les députés de Mégantic, Ongava, Abitibi-Est, Masquinongé, Sainte-Rose et Dubuc, qui sont du Parti libéral, rejettent, et Mme Ira K, ça, la députée de Papineau, bref, s'abstient. Est-ce que c'est normal que la présidente s'abstienne? Oui, je sais que c'est d'usage. Pratique d'usage, effectivement.
Et on remarque la présence aussi de Mme Jean de Chicoutimi et de M. Kerr de la Pelletrie. Donc, ce sont des députés non membres de la commission, je présume, s'ils n'ont pas le droit de vote. On aura l'occasion certainement d'y revenir. Oui, je ne pose pas la question. Non, c'est juste pour détailler, parce que c'est pas tout le monde qui va lire la pièce, mais disons les faits saillants de la pièce. Ça ferait le tour pour moi, Monsieur le commissaire. Donc, je ne sais pas si les participants ont des questions ou veulent quelques minutes pour y réfléchir. En fait, je laisserai mes confrères, consoeurs poser leurs questions, puis je serai mieux à même d'évaluer, Monsieur le commissaire. Donc, bonjour, M. Fortin. Quelques questions de précision pour vous. Vous avez relaté une rencontre qui a lieu en novembre 2017, là, votre première vraie rencontre avec la société. Oui. Vous avez relaté que Mme Tremblay était présente et d'autres personnes de son comité de direction. Vous, qui vous accompagnait au cabinet? Vincent Robida, qui était notre conseiller en matière des dossiers de la SAC, notamment. Je sais que M. Robida était là, mais je ne peux pas vous dire si d'autres personnes l'accompagnaient. Parfait. Et je vous cite, j'ai pris des notes que lors de cette rencontre-là, au niveau des coûts, suivant une question de Mme Tremblay, il y a été question de 2 montants. Un pour le contrat de 458 millions et le 2 pour le projet, la mise en service de 630 millions. Est-ce que c'est conforme à votre souvenir? Le montant de 458 millions, effectivement, il avait été noté par les gens de la Société de l'assurance automobile du Québec au moment du greffage. Il y avait également un autre montant, et de mémoire, là, ça donnait... j'avais 630 millions en tête, c'est peut-être 680 cependant, mais il y avait un autre montant qui faisait en sorte que c'était la phase de mise en service. Le montant précis qui nous a été donné à ce moment-là, je n'ai pas la note avec moi. Je comprends bien, mais moi, simplement pour bien comprendre ce que vous dites, c'est que déjà en 2017, les gens de la société, quand ils parlent au cabinet du ministre des Transports, vous mentionnent ces 2 notions-là. Exact. Contrat et projet, mise en exploitation, mise en service, peu importe la notion. Là, il y a déjà une distinction dans les termes et les concepts. C'est ça, M. Fortin? Oui. Okay. Merci. Et pour les auditeurs externes, je vous le dis, le nom de la firme, c'était EY. Donc, je vous rafraîchis la mémoire. C'est un nom qu'on a souvent entendu parler depuis le début des travaux. Est-ce que j'ai raison de dire que pour vous, la présence de cet auditeur externe-là était important au niveau des mécanismes de contrôle? Je vous dirais que pour le développement d'un projet de cette importance financière-là, d'avoir un vérificateur externe comme ça, c'est effectivement souhaitable. Parfait. Merci beaucoup. Merci. C'est tout, M. le commissaire. Non. Avec votre permission, M. le commissaire, je demanderai une pause qui permettrait de raccourcir de beaucoup le temps que je pourrais avoir pour poser des questions. Bien, c'est parfait. Donc, vous faites signe à Mme le greffière quand vous êtes prête et elle va m'aviser de reprendre le banc. Donc, je ne mets pas d'heure, là, je vous laisse juger du temps que vous avez besoin. D'accord? Je vous remercie. Parfait. Veuillez vous lever.